présente très très rapidement pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis Lolérite sur Facebook. J'ai créé un blog littéraire il y a 2 ans et demi. Je lis principalement du roman, mais un petit peu de tout. Et Fabio fait partie des auteurs qui me font vibrer. Donc ça, c'est le défaut du blogueur, vous excuserez. Ils disent qu'ils pensent un petit peu comme ils le pensent. Voilà. Question bateau et très simpliste, mais on a envie de tout savoir. Depuis quand tu écris, Fabio? Oui, c'est bateau, mais on va répondre. Voilà, on veut tout savoir. Non, ça me laisse aussi. Non, moi, j'ai commencé à écrire à l'âge de 14-15 ans, comme beaucoup d'adolescents, des poèmes, et c'était plus de la poésie noire. Ouais. J'ai tout de suite été inspiré par Edgar Allan Poe, parce que c'était plus ou moins ma première lecture choc avec le double assassinat dans le monde. J'ai découvert cette histoire abracadabrante, si je peux dire, et passionnante, fascinante. C'est aussi, j'ai envie de dire, c'est aussi le bouquin qui m'a évité de sombrer dans quelque chose de peut-être un chemin pour lequel je n'étais pas forcément prédestiné, mais moi j'ai grandi dans un quartier sensible quand même, au sud de Lyon. Et je pense que si je n'avais pas découvert la magie de la lecture, la littérature et même le cinéma, j'aurais peut-être pris un autre chemin qui n'est pas un chemin recommandable. D'accord. Donc j'avais envie de te demander comment tu as eu l'envie d'écrire. Tu as presque répondu à cette question-là également. Comment c'est venu cette envie? Est-ce que c'est quand on est enfant, on rêve d'écrire, on a envie d'écrire, ou est-ce que ça vient d'un adulte? Comment ça t'est venu cette envie d'écrire? Moi j'ai envie de dire que ça on ne dit pas assez souvent, et en plus la période qu'on traverse, justement, il faut en parler, on a déjà quand même pas mal discuté, il y a des gens très bien, des gens de bonne pensée qui m'ont déjà parlé. Je crois que c'est avant tout l'enseignement, je crois, c'est l'éducation nationale, c'est nos profs qui sont là pour construire un petit peu, en tous les cas, fabriquer, c'est pas péjoratif, fabriquer ceux de demain. Et moi c'est tout simplement ma prof de français qui m'a donné cette envie. Voilà, j'ai tout de suite aimé le français, la langue française, écrire, le vocabulaire, la grammaire. Voilà. Donc ça a démarré comme ça, et puis bon, forcément il y a eu des lectures, de nombreuses lectures derrière, qui ont commencé avec, je passe les lectures, on va dire classiques, qu'on peut connaître dans le circuit scolaire. Mais les lectures de loisirs, si je peux appeler ça comme ça, ça a été tout de suite, oui, Edgar Allan Poe, et puis derrière, avec l'adolescence, Stephen King, comme beaucoup, et puis bien d'autres. Après, bien plus tard, Maurice Dantec, qui pour moi, après, a été une révélation, un second choc, et qui m'a définitivement donné envie d'écrire. Mais d'écrire avec cette plume-là, cette plume noire, avec un petit peu de poésie quand même, en gardant cette trace de poésie noire que m'avait insufflé Edgar Allan Poe. Alors c'est très marrant, mais tu viens d'anticiper mes 2 prochaines Désolé. questions. Mais c'est pas grave, on va développer. C'est fabuleux, c'est bravo. Là, j'étais en train de sourire toute seule intérieurement. Non, c'est très bien. En fait, ce que je voulais te dire, c'est que j'ai commencé à lire Fabio avec la trilogie des verticales, et il y a 2 choses qui m'ont fortement marqué. La première, j'ai dit de toi que tu étais un poète du noir. On y vient. Et je voulais donc te demander si tu étais sensible à la langue française, parce que tu as un beau phrasé. Je pense que tu es sensible. Est-ce que ça prend du temps, ça, de faire attention, à avoir une belle écriture, à choisir ses mots avec soin? Ça prend du temps ou ça coule tout seul? Forcément, ouais, c'est un peu les deux. À la fois, ça coule tout seul, mais on sait bien que ce qui vient du cœur n'est pas aussi forcément ce qui peut être le plus, on va dire, le plus adapté à ce qu'on a envie d'écrire. Voilà, le cri du cœur, on l'écrit, et puis on se rend compte qu'après,
peu comme dans la vie de tous les jours, quand on a envie de dire quelque chose. On le dit parfois avec un réflexe, pas réflexe, c'est une impulsion, mais parfois on regrette ce qu'on a dit. Parce qu'on se dit, finalement c'était mal formulé, je me suis mal exprimé, c'est pas vraiment ce que. Ça a été mal perçu. Et effectivement, quand on écrit, oui, il faut revenir sur ce qu'on écrit. Alors, ça prend du temps. D'écrire de toute façon générale, ça prend du temps. Écrire une phrase, écrire un mot, ça peut prendre du temps. Si ce mot-là, il est vraiment sincère. Voilà. Je crois que quand on écrit avec honnêteté, avec sincérité, oui, ça prend du temps. Ça se ressent en tout cas. Hein. On est nombreux ici à lire énormément et la qualité d'écriture est un critère très important, je pense, pour ceux qui lisent beaucoup. Et c'est ton cas. Alors, je parle de la trilogie des verticales, mais on peut le constater dans chaque livre paru, et notamment avec les derniers. C'est quelque chose qui me marque beaucoup. Alors pour la trilogie, je fais un petit. Pour la trilogie des verticales, j'avais quand même beaucoup plus de liberté, on va dire, éditoriale, puisqu'il y avait, avec cette maison d'édition, aucun editing, aucun vrai travail éditorial. Donc, quand on est auteur, oui, on se dit que, et surtout quand on démarre, on se dit c'est génial, j'écris ce que j'ai envie, c'est super, forcément, c'est pas toujours abouti, c'est pas forcément, et encore une fois, plus, c'est encore l'écriture du cœur. Donc, moi, j'ai beaucoup d'attachement à l'écriture impulsive, des films narratifs très métaphoriques aussi. Et petit à petit, comme ça, avec le temps, en travaillant avec différents éditeurs, m'ont porté préjudice, on va dire. Parce que, malgré tout, j'ai quand même choisi une zone sensible qui est celle du polar, en général, ça peut être aussi ce que vous voulez, mais voilà. Donc, et quand je suis arrivé, moi, effectivement, avec les verticales, bon, l'éditrice, il n'y a pas eu de problème, mais j'ai rencontré un lectorat déjà, je veux dire, assis, d'amateurs, de pré-amateurs, de polar. On trouvait ça un peu singulier, parce que ajouter cette touche de poésie dans le polar, c'est pas commun. Donc je sortais un petit peu, voilà, et ça se sent. Voilà. Effectivement, alors certains lecteurs ont apprécié ce code un peu éclaté comme ça dans le polar, et puis il y a eu d'autres lecteurs qui ont moins apprécié, qui ont moins accroché, et ce que je peux comprendre, c'est normal, puisque les codes restent les codes, on ne va pas changer les bonnes choses. Et puis petit à petit, en travaillant avec différentes personnes dans le milieu, je me suis rendu compte qu'effectivement, on pouvait toujours, malgré tout, expliquer ce qu'on voulait expliquer, exprimer ce qu'on voulait exprimer dans son roman, garder toujours ce côté, ce fil narratif, toujours qui me vient d'ailleurs de Maurice Dantec, qui avait cette particularité, je ne sais pas si parmi vous il y a des lecteurs de Maurice Dantec, qui avait cette particularité en tout cas d'avoir une narration très hypnotique, comme ça, très prenante, même si on n'aime pas forcément le techno-thriller, il y a un moment où Dantec prend, avec son, alors, je ne parle pas de ses récents, ses derniers romans, mais les tout premiers, notamment La Sirène Rouge ou Les Racines du Mal, qui ont été pour moi voilà, aussi les déclencheurs pour la suite. Et voilà, il y avait toujours ce fil, et j'ai été énormément inspiré par l'écriture de Dantec. Voilà. Et en même temps, il avait cette mécanique d'écriture propre au thriller, au polar, donc les films de code. Ok, très bien. La deuxième chose qui m'a fortement marqué dans ton écriture, donc je prends depuis le début jusqu'à tes derniers, c'est l'ambiance noire que tu arrives à créer. Je trouve que c'est assez incroyable. J'ai l'impression que vous touchez les ténèbres du bout des doigts. Et nous, lecteurs, le but c'est quand même de ressentir quelque chose. Est-ce que ça prend du temps de créer une telle ambiance dans chaque livre?
fait marquer chez toi? Bon, déjà, l'ambiance, je la crée en écrivant. C'est-à-dire que moi, je vis tout seul chez moi. C'est un peu le début d'une chanson, ça. Mais pas avec ma mère. Je vis dans un petit appartement et quand je suis en phase d'écriture, je tire les rideaux chez moi. J'écris dans le noir, dans la pénombre, et même si dehors il fait 40 degrés, si on se retrouve en plein mois d'août, peu importe le téléphone sonne ou pas, on me demande de venir à la piscine, je n'y vais pas, je reste cloîtré chez moi à écrire. Donc je crée cette ambiance moi-même. J'ai envie de dire, j'arrive même à me retrouver parfois dans une sorte de situation un peu de détresse psychologique. J'arrive à toucher un petit peu du bout du doigt une forme de dépression. Ça m'est arrivé sur l'écriture d'un roman qui n'est pas encore publié, qui sera publié probablement en 2018, donc c'est loin encore, mais il est signé. Voilà, j'ai envie de dire que j'ai pas besoin de lumière, j'ai pas besoin des petits oiseaux, tout ça, je peux pas, j'y arrive pas, donc j'ai besoin de me retrouver seul. Donc aussi très influencé par les images, par le cinéma notamment, qui se retrouve après. J'ai pas envie de spoiler encore ces questions. Non. Parle-moi, il n'y a pas de problème. Les questions encore une fois plus dans une forme obscure de référence cinématographique, énormément d'ailleurs. Voilà. Mais je crée donc cette ambiance pour pouvoir mieux l'écrire, on va dire. Voilà, et puis tout en documentant, en faisant des recherches sur ces terrifiants criminels ou sur ces situations telles que la catastrophe de l'Exxon Valdez en Alaska. Si c'est quelque chose, parce que on se retrouve quand même face à c'est pareil, une détresse. Je me suis rendu compte. Une réalité, voilà. Puis il s'est passé des tas de choses par rapport à ce truc qui n'a pas été forcément médiatisé. On peut y revenir après. Oui, tout à fait, tu m'as encore spoilé, c'est pas grave. J'ai bien senti, mais c'est pour ça. Oui, non. Ah, et quand vous avez fini vos livres, comment vous sentez après? Est-ce que c'est difficile de revenir à la vie réelle ou vous êtes encore pendant un certain temps dans votre vie? Alors, c'est vrai que j'écris pas des livres de notre ami Oui, et c'est vrai qu'une fois l'écriture terminée, c'est difficile d'en sortir parce qu'on a vécu avec des personnages, c'est ça surtout qui est important. Alors les personnages, on a appris à les aimer, en tout cas soit on les a aimés en tant qu'auteur de ces personnages, soit on les a aimés, soit on les a détestés. Moi je déteste rarement les personnages parce que même les salauds je les aime, on en parlait avec Thomas Recon notamment le 2 octobre, où lui aussi il aime créer des personnages, des salauds, il les adore. Et c'est vrai qu'on prend un malin plaisir en plus à grossir le trait, à caricaturer, si on peut dire. Et notamment, moi je travaille en plus sur des personnages qui ont réellement existé, donc qui sont déjà des vrais salauds. Et au-delà, et j'avais forcé le trait de caractère sur ces personnages, de les rendre encore plus méprisables, encore plus terrifiants. Et c'est là que je m'amuse aussi. Effectivement, il y a un côté aussi ludique, mais quand on travaille en plus sur des faits réels, on a du mal effectivement à se remettre en phase après l'écriture. Après, c'est un peu une rémanence, c'est comme une persistance rétinienne. Les personnages sont là, et même, j'ai failli commencer à prendre l'accent québécois. Voilà, tellement le personnage de Louise Beaulieu, dans une forme obscure, qui a gardé dans le roman, je lui attribue donc ces expressions québécoises, et beaucoup de lecteurs m'ont parlé de ces choses-là, en disant on avait vraiment l'impression d'entendre ce personnage parler et d'entendre cet accent. Donc, sorte d'autres livres. Et on arrive à la Convention du Diable, qui sort aux éditions Fleurs Sauvages dans un premier temps. Tu es chroniqué à la télé par le célèbre libraire Jacques Collard sur LCI et le Journal de la Santé. Qu'est-ce qui se passe? Un tsunami de bonheur?
Il s'est passé plein de choses. Il s'est passé. La rupture de stock. En même temps, il n'y en avait pas beaucoup. Il en restait 450 chez First Sauvage. En même temps, son édition mérite aussi son statut maintenant, First Sauvage, parce que c'est un éditeur qui travaille vraiment et qui fait tous les efforts possibles pour y arriver. Et j'espère en tous les cas qu'il continuera comme ça. C'est bien parti. Voilà. Ouais, le selfie. Alors magnifique couverture de Bertrand Binois, voilà, qui était au sommet de son art, parce que la toute première version, c'était un petit peu une page de catalogue de chez Conforama. Donc c'était pas tout à fait ce qu'on cherchait. Et puis, à force de chercher, il a trouvé. Tes lecteurs ont été au rendez-vous, ça doit faire plaisir, ça. Je ne sais pas si j'avais vraiment des lecteurs avant. Je pense que si tu avais un parterre de lecteurs et ils ont été au rendez-vous avec les selfies, c'était très sympa. Non mais avec ça, oui, bien sûr. C'est très sympa. Et donc, pour continuer sur la compassion du diable, niveau écriture, tu l'as construit de façon totalement différente de tes précédents écrits. Ah oui, ça. C'est pas du tout une écriture linéaire. J'ai trouvé ça. Tu vois, comme je l'ai dit tout à l'heure en off, j'ai envie de dire un peu de façon présomptueuse que c'est un roman que j'ai écrit pendant 20 ans. En fait, l'idée de la compassion du diable est née le jour du décès de Jeffrey Dahmer, puisque ce roman est inspiré de ce terrifiant tueur en série américain. C'est en 1994, la presse du monde entier nous informe que Jeffrey Dahmer a été assassiné par ses coéquipiers en prison dans laquelle il était incarcéré. Mais j'avais eu connaissance de l'affaire Dahmer en 1992 quand il a été arrêté, et là tous les médias du monde ont été braqués sur lui. C'était un tsunami médiatique planétaire, puisque c'était pas sans précédent, mais c'était vraiment l'affaire Dahmer, un criminel qui commet des actes de nécrophilie, cannibalisme. C'était impressionnant. Je me suis intéressé tout de suite à cette époque-là, à cette affaire, parce que moi c'est un peu ma passion, c'est ce que je disais. Alors quand j'ai commencé à écrire la trilogie verticale, on est plus déjà dans une trame fantastique, avec une enquête policière, mais voilà, on est déjà dans une trame fantastique. Et j'étais pas encore dans ce cheminement d'écriture en référence aux faits réels. J'étais pas là, alors que j'adorais déjà ça. Je suivais déjà Stéphane Bourgoin à l'époque. J'étais grand fan de tous les documentaires criminels qui sont diffusés sur les chaînes de télévision, du câble, etc. Mais je ne sentais pas la fibre, en tous les cas, je ne sens pas avoir cette fibre pour écrire ce qu'on appelle aujourd'hui du true crime, du fait réel fictionnalisé. Mais j'ai suivi cette affaire à ce moment-là. Et je me suis, ne soyez pas choqués, passionné pour ce personnage, parce qu'il avait, beaucoup de psychiatres en parlaient et rapportaient le fait qu'il avait une psychologie assez particulière et qu'il se démarquait un petit peu du reste de ce qu'on pouvait, en tout cas de l'ensemble des tueurs en série qu'on pouvait connaître, les tueurs en série américains. Donc j'ai un petit peu gratté cette affaire, je me suis documenté et effectivement j'ai commencé à découvrir des choses surprenantes au sujet de ce gars, et notamment qu'il n'avait pas eu une enfance super difficile, le cas classique qu'on peut retrouver la plupart des psychopathes. Donc j'ai continué comme ça, mais en arrière-plan, j'ai laissé tourner un peu comme un ordinateur qui tourne sur une application. Et ça m'a toujours interpellé. Et chaque fois qu'il y avait une nouvelle émission sur Dahmer, j'étais devant mon poste de télévision ou une nouvelle bio, parce qu'il y a eu des tas de bio sur Dahmer, des biographies, des documentaires télévisés, des films cinématographiques. Et voilà. Mais j'ai laissé courir ce truc sur une vingtaine d'années, parce que j'aime bien dire que
l'affaire Dahmer, c'est un vivier dans lequel j'ai pêché des choses déjà pour écrire d'autres choses. Pas la compassion du diable, mais d'autres choses. Et puis il y a ce côté, rituel, sacrificiel chez Dahmer, mythique, mystique. Tout cette toile comme ça, parce que commettre des actes de cannibalisme, au départ, c'est quand même rituel. Notamment, je parlais tout à l'heure, les Amérindiens, les peuplades d'Amérique, les Indiens d'Amérique, pratiquaient déjà cet acte-là pour absorber l'esprit de leur ennemi, pour être certain que jamais plus leur ennemi fera partie de l'univers. Donc, leur esprit est emprisonné, donc ils pratiquaient l'acte de cannibalisme, et c'était notamment les Iroquois qui pratiquaient cet acte. Voilà. Qui, nous, dans nos sociétés contemporaines, pour nous, est un acte horrible, odieux, manger ses semblables. Mais on a récemment quand même entendu parler de ce fameux, d'ailleurs des adaptations encore au cinéma et les bouquins, de ce fameux avion qui s'est écrasé dans le Pays Alexandre, de cette équipe de Bouzy, il me semble. Bon, qu'est-ce qu'on ferait à ce moment-là? Là, c'est une question de survie, c'est différent. Voilà. Et après, il y a le côté après, rituel, sacrificiel dans l'acte. La sortie poche, c'est important, on en parle. Ça donne une deuxième vie à l'environnement. C'est très important, c'est vraiment, je pense pour l'auteur, c'est important. Moi, je vais ouvrir une parenthèse, oui, ça donne une seconde vie parce qu'en même temps, moi qui démarre, qui débute dans cette grande famille, dans ce grand milieu qui est celui de l'édition, j'avais auparavant jamais travaillé avec une vraie équipe éditoriale, et ça a commencé avec la compassion du diable, notamment avec Linda Seval de chez Brajlon, de chez Edith, qui ont ouvert cette collection au mois de mars dernier, et avec qui j'ai travaillé sur le texte. On a repris le texte de A à Z dans la première page, parce qu'il y avait encore évidemment beaucoup d'étourderies, on va dire, parfois des incohérences, parce qu'on a beau lire son texte 15, 20 fois, à un moment donné, l'auteur n'a plus suffisamment de recul pour même comprendre ce qu'il est en train de dire. On arrive à un moment où on est presque perdu, on est un peu comme anesthésié avec son texte, on connaît la moindre réplique, on connaît la moindre virgule, le moindre paragraphe, et c'est comme si on ne lisait plus. En fait. On lit et on passe les phrases comme ça, et on ne voit plus l'importance parfois de certains passages où il faudrait reprendre. Et ça s'est fait avec Lila, et de façon que je remercie énormément pour ce travail, et puis cette expérience professionnelle, et cette expérience aussi qui m'a permis d'avancer et de progresser surtout, parce que effectivement, vous savez bien que l'écriture, il y a forcément des techniques. L'écrire, ça existe, c'est pas le poète maudit dans son petit studio là, comme tu disais, ça coule tout seul. Il y a quelque chose, il faut structurer, évidemment. Il faut se faire relire, il faut savoir se faire relire. On doit structurer un texte. On passe à une fourniture. Chez Robert Laffont, la collection La Bête Noire, donc, qui est sortie il y a peu de temps. Le roman? Oui, le 15 septembre. Voilà, qui est sorti il y a peu de temps. Donc là, dans une maison d'édition, on peut le dire. Ouais. Qu'est-ce qui se passe dans la tête d'un auteur? On est content, on ne croit pas vraiment, parce que moi, quand Glenn Tavenec m'a contacté, qui est le directeur de la collection, on va voir sur des tueurs en série, des monstres. Ouais. Donc on peut dire que tu es passionné, tu portes un vrai intérêt pour les tueurs en série, tu nous en as parlé tout à l'heure. Donc là, tu peux nous parler de ceux qui sont dans ce roman. On a entendu parler de cette affaire au Canada. Tu nous en parles? Oui, l'affaire Carico Magnotta. Voilà. Ce charmant jeune homme qui a
assassiné son amant à coup de pic à glace, qui l'a démembré et qui a aussi commis des actes de nécrophilie sur le corps. Alors, Luca Rocco Magnotta, c'est un gars qui est en recherche absolue de célébrité, où il a absolument être reconnu. Alors, on n'a jamais trop compris. Alors, reconnu pourquoi, comment, de quoi lui, sa personne, donc quelqu'un sur qui il voulait vraiment que toutes les lumières se braquent sur lui. C'est quelqu'un de très égocentré, très. Voilà. Pour lui, Magnotta, quand on visionne, il y a énormément de documentaires, encore une fois, sur Magnotta. Il a participé à beaucoup d'émissions, à beaucoup de castings pour la télé-réalité, notamment sur les chaînes de télévision gays, sur lesquelles il a participé à des plateaux donc sur lesquels il était casté et on lui demandait quelle était un petit peu ses ambitions, qu'est-ce qu'il voulait faire dans la vie, etc. Donc selon lui, il était l'homme le plus beau du monde, mais alors ces textos, c'est vraiment comme ça qu'il s'exprimait. C'était le plus beau de la planète, et puis sur lequel il fallait compter pour la musique. Dans le milieu de la mode ou du cinéma. Donc il s'est essayé aussi au cinéma porno. Malheureusement, il a eu une très courte carrière, et quelle carrière, puisqu'il s'est quasiment jamais retrouvé devant les caméras. Il était ce qu'on appelait un dérameur. Donc sur les plateaux du cinéma porno, c'est plus, si vous voyez ce que je veux dire, ceux qui stimulent les acteurs. Voilà, pour pas qu'ils tombent en panne. Donc c'était son rôle. et donc voilà, il a toujours, si vous voulez, connu des défaites, des déceptions. Donc c'est aussi ce qui a contribué à tisser cette espèce de toile de fond de déchéance, de désespoir. Et c'est quelqu'un qui a commencé par torturer des animaux d'abord. Voilà, oui, aussi bête que ça. Torturer des animaux et à filmer ses actes et à les diffuser sur le web. Voilà, donc il a commencé à être connu pour ces actes-là. Alors forcément, il y a eu des tas d'associations de défense pour les animaux qui ont commencé à se manifester, qui ont signalé ces agissements au SPDM, qui sont les services de police de Montréal. Seulement, les flics débordés avaient bien d'autres choses à faire que s'occuper d'un petit jeune qui, c'est malheureux à dire, mais d'ailleurs dans le roman, l'héroïne, Louise Beaulieu, le dit, à un moment elle dit, mais bon, avec son accent, avec ses expressions québécoises, on ne va pas terminer sur un gars comme ça, il y a combien de femmes battues à Montréal, il y a combien d'agressions sexuelles, combien d'agressions dans les rues, on ne va pas s'endormir sur ce gars. Sauf que, et dans la vraie vie, c'est un petit peu ce qui s'est passé, il y a un enquêteur qui a quand même se pencher un peu sur son cas, parce que vraiment, beaucoup, en tout cas, la psychopathie, généralement, ce sont les signes avant-coureurs, les tortures sur les animaux, les pyromanies, c'est acté, c'est sûr. Bon, et il y a eu même certains journalistes qui sont allés voir ce gars, qui ont réussi à savoir qui c'était. Alors, ils ont gardé la source, bien évidemment, parce qu'il y avait des enquêtes, même sur le web, quand vous faites la recherche, vous trouvez plein de vidéos de ces associations de défense pour les animaux qui ont diffusé des images de Magnotta en signalant les petits détails qu'il y avait dans les images. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y avait une couverture avec tel motif, il y avait un coussin comme ça, et ils ont réussi petit à petit comme ça à voir qu'en fait toutes ces vidéos provenaient du même endroit, c'était toujours le même gars, parce que, et forcément lui niait le fait qu'il torturait ses animaux. Et jusqu'à un moment où un journaliste a compris qui c'était et a trouvé, en fait. Et aller le trouver chez lui. Donc là, il existe aussi un entretien, mais c'est pas filmé, c'est un document audio où on entend parler, où il s'exprime avec les journalistes, où il dit en fait j'en ai rien à foutre de tout ça, c'est pas moi, ce sont des conneries, des raconteurs, etc. Et ce journaliste donc acte tout ça, et puis il envoie donc Magnotta lui-même, donc une lettre anonyme, évidemment ils ont su qui c'était après par la suite, envoie une lettre anonyme donc, à ce journaliste, au journal, à la rédaction, en stipulant, en déclarant que pour le moment il s'amusait bien comme ça et avec les animaux, et que de toute
toute façon, un jour, il passerait à l'acte avec l'être humain. Donc là, quand on arrive là, on se dit, il a passé le stade, il a passé le cap, donc il va effectivement passer à l'acte. Voilà, et c'est ce qui s'est produit avec je crois que c'est quelques mois après, hein, ça a été très rapide, son passage à l'acte. Je crois qu'il s'est dit, la célébrité, de toute façon, je la veux, et je l'emmène, coûte que coûte. Donc, effectivement, on sait ce que ça lui a coûté. Et il est passé à l'acte donc sur la personne de Lun Jin, qui est un étudiant chinois installé à Montréal, voilà, qui était son amant éphémère, son amant d'un soir, et puis il est entraîné chez lui et il est assassiné. Voilà, il faut savoir, une petite parenthèse encore, Magnotta était grand fan du personnage de Catherine Tremble, interprété par Sharon Stone dans Basic Instinct. Donc il a assassiné, c'est une mise en scène vraiment, il a assassiné son amant de la même façon que dans le film, avec en fond sonore le morceau de Two-Face, le morceau de... j'ai oublié le nom, ça me reviendra. Voilà, c'était la bande originale du film American Psycho. Donc tout était vraiment, je veux dire, orchestré, c'est pas possible, c'est pas le hasard, on met pas sa radio, on écoute Two-Face. Donc voilà, il est passé à l'acte et suite à ça, il s'enfuit de Montréal et il a fait un passage en France, il s'est retrouvé en région parisienne, côté de Bagnolet, là c'était la panique, quand les médias ont annoncé ça en 2012, là sur toutes les chaînes de télé, là c'était panique, le dépeceur, vous vous rendez compte, jamais on a eu un titre pareil, le dépeceur de Montréal, est en France, est à Paris. Voilà, et puis pour la suite, ça doit prendre beaucoup de temps, cette documentation. En tout cas, pour le lecteur, ça ajoute un frisson incroyable, le fait qu'il y ait des faits réels, des vrais tueurs. Je parle pour moi, mais je pense que beaucoup seront d'accord avec moi. C'est ce que je te disais. C'est ce que je te disais tout à l'heure. C'est comme quand on va au cinéma et qu'on s'installe sur le siège et que là, sur l'écran, il y a une petite notule. Voilà, ce film est inspiré de faits réels. Voilà, on se dit, voilà, quand même, il y a cette notion, effectivement, ça s'est déroulé, ça s'est passé. Ouais. Voilà. C'est assez... ça porte un plus. Très bien. Est-ce que il y aura des monstres de ce type-là dans le prochain roman? Ouais, il y en aura un autre. Tu continues avec les tueurs en série? Ah oui, il y en aura un autre, il y en a plein, et puis peut-être, pas le suivant, mais peut-être par la suite, oui, un tueur en série français. D'accord. Qui a été aussi très médiatisé. Sympa. Et on peut en savoir un petit peu plus. Alors moi, je porte beaucoup d'affection. Je suis choqué là. Non, c'est faux. Non, j'ai été assez fasciné par l'histoire de Francis Home aussi. Et, donc voilà. D'accord. C'est dans les tuyaux. Vous dormez bien la nuit? Mais je dors très très bien. Je dors très très bien. Je compartimente parce que j'ai demandé de c'est pas. Non, mon petit est content. Donc je t'ai orienté un petit peu là où je voulais en venir. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter sur ton dernier roman, Ouais, je vais rajouter encore une fois sur cette façon de travailler qui est encore une fois plus différente avec les noirs chez Robert Laffont. J'ai encore découvert une nouvelle mécanique de travail. Voilà. Et il y a eu alors comme ça 2 dates de parution qui ont été repoussées avec une fois obscure, puisqu'il devait paraître déjà en avril, je crois, en avril 2016. Ensuite, ça a été juin. Et voilà. Et tout ça, pourquoi? Parce qu'on n'était pas suffisamment satisfait des textes. On trouvait qu'il manquait des éléments. Parfois, il y en avait trop. Voilà. Et peut-être aussi les personnages. Il a fallu aussi qu'on travaille davantage sur les personnages, sur le ton des personnages notamment. Parce que c'est quand même aussi très très important le ton des personnages.
comme des questions de personnages très forts aussi, obscurs, comme Louise Beaulieu ou Carrie Callan, comme Daniel Singleton, on n'en a pas parlé, mais qui est l'avatar de Robert Hansen, qui a été aussi un terrifiant tueur en série, qui a vécu en Alaska et qui a assassiné plus de 17 personnes, violé et assassiné 17 femmes. Alors, je fais vite fait une parenthèse, parce qu'il avait un mode opératoire quand même assez surprenant. C'était un beau père de famille. Hein. Il avait des enfants, il était chef d'entreprise, il était commerçant, il avait une boulangerie dans un centre commercial d'Anchorage, en fait. Et en plus, c'était un notable, il était intégré dans le bon fonctionnement de la société d'Anchorage. Il était, je crois, conseiller municipal, donc tout le monde le connaît au mieux son profession, forcément. C'était un chasseur émérite, grand chasseur, qui avait reçu beaucoup de prix, qui était sollicité par des magazines spécialisés de chasse pour faire la lune, et puis aussi en conseiller technique. Donc c'était quelqu'un qui était intégré et que tout le monde connaissait. Sauf que M. Hansen, la nuit, il avait plus ou moins presque une double vie, parce qu'il possédait une deuxième maison dans un quartier populaire au nord d'Anchorage. C'était vraiment une toute petite maison, où là c'était un peu son repère de chasse, puisque dans le sous-sol de cette maison, il lui entreposait il décorait les murs de ce qu'on appelle les massacres. Les chasseurs connaissent. Ce sont tous ces trophées, vous savez, les crânes, des cerfs, etc. Donc c'était un petit peu son mausolée, si on peut dire ça comme ça. Et puis c'était surtout l'endroit où il amenait ces jeunes filles qu'il chassait dans les bars à striptease d'Anchorage. À cette époque-là, dans les années 70, c'était un petit peu c'était la ruée vers le noir, puisqu'il y a eu le début de la construction de l'oléoduc Trans-Alaska. Donc, beaucoup d'ouvriers, il y avait beaucoup d'argent qui coulait à flot, et ces ouvriers avaient besoin de s'amuser et de claquer leur fric. Donc, il y avait donc forcément des marchés parallèles qui sont mis en place, la prostitution et tous les commerces en rapport. Et voilà. Et Hansen, lui, baignait là-dedans la nuit, donc il était très bon client de ces établissements, et donc chassait ses proies dans les bars à striptease. Donc il finissait par les amener avec lui, il partait généralement avec une cliente, et puis il les amenait dans sa petite maison. Voilà. Il les droguait, et là il commettait son forfait, son agression, son assaut sexuel. Et ensuite, elles étaient enchaînées, et ensuite, donc il les détachait, puis il les emmenait dans son petit hangar, où là il y avait un avion, un supercube. Donc c'est une sorte d'avion, c'est des petits avions, hydravions qui. Alors, là, tout le monde se déplace forcément en avion, quand on va aller d'un point à l'autre, c'est beaucoup plus simple que de prendre la route qui parfois peut prendre 15 heures pour faire 10 km. Et donc il les mettait dans l'avion, il les amenait tout au nord, donc à la lisière de la forêt de Tongass, la forêt nationale de Tongass, qui s'étend sur des millions d'hectares. Et là c'était souvent la nuit, ou le petit matin, l'aube, et il les détachait. Donc, et la victime était toujours encore en état sous sédatif encore, donc pas toute là. Et donc il les détachait, il leur disait voilà, je me suis amusé avec toi, maintenant tu vas retrouver ta liberté, tu peux partir. Par contre, il va falloir que tu cours très vite, parce que je vais être derrière toi et je vais te chasser. Si tu m'échappes, tu as la vie sauve. Voilà, donc on imagine la suite. Forcément, ils n'allaient pas bien loin, avec les yeux bandés, j'aime bien, et puis les mains attachées dans le dos, sous sédatif. On retrouve ce passage. Tout à fait. Oui, parce que comme dans la compassion, les scènes de crime sont réelles, c'est les vrais scènes qui se sont déroulés. Donc voilà, ça c'était Hansen, qui a son avatar dans un roman qui s'appelle Daniel Singleton, et j'ai voulu effectivement, avec ce personnage, grand passionné de cinéma et notamment grand fan conditionnel de Thomas Harris et du Silence des agneaux,
j'ai voulu absolument reproduire cette scène, mais à ma façon évidemment, parce que je ne suis pas là non plus pour plagier ce que les grands auteurs ont déjà écrit, mais je voulais absolument cette confrontation avec l'enquêtrice Louise Beaulieu et ce criminel qui, dans le roman, en fait, est derrière les barreaux. Il n'est pas en activité, il n'est pas dehors, il est en prison. Mais il va apporter des éléments très importants à l'enquête de Louise Beaulieu et à l'enquête qui va se relier à celle de Karine Calame aussi. Donc voilà, il est là, lui, pour apporter ces éléments. Sauf qu'il va effectivement jouer avec tout ce jeu entre Daniel Singleton et Louise Beaulieu. Dans la suite, on apprendra pourquoi. Parce que, effectivement, on doit se demander pourquoi est-ce qu'il est derrière cette enquêtrice, pourquoi est-ce qu'il joue comme ça avec elle. Dans Le Silence des Agneaux, effectivement, on sait que Hannibal Lecter porte un amour très particulier à Clarice Starling. C'est plus que paternel, j'ai envie de dire. C'est vraiment de l'amour profond. Là, c'est quand même différent, il y a autre chose. Et donc, il va jouer avec cette enquêtrice. Ça va être même assez sordide parce qu'il va lui révéler aussi. Voilà, après, j'arrête. Après, lisez le bouquin. Il va lui révéler, en fait, oui, l'emplacement de précédents crimes, l'emplacement des corps d'un précédent crime, un odieux. Voilà. Je trouvais très sympa que ce soit deux femmes flics. Oui. J'ai trouvé ça très sympa. C'est mon petit côté Moi aussi. féministe qui parle, mais. Moi aussi, j'ai trouvé ça sympa. Ben, ça change. Il y a énormément de romans avec des enquêteurs, ou des duos, enquêtrices-enquêteurs. Ce que j'ai fait dans La Compassion immédiate, avec Victoria et Freddy. Mais voilà. Moi, j'aime les personnages féminins parce que je trouve que, alors, en général, les femmes, je pense, c'est mon point de vue, vous êtes quand même à la fois. Vous êtes très ambigu. La nature de l'homme est. C'est très cash. C'est soit noir, soit blanc. C'est. Ça va dire un peu bourrin. Voilà, on n'est pas de forme. Les femmes, c'est un peu tout en même temps. Et c'est ambigu. C'est à la fois. Ça peut être sensible, ça peut être super dur, ça peut être plus dur qu'un homme. Ça peut être plus cruel aussi. Voilà, c'est pour toute cette raison que j'aime écrire sur le personnage féminin. Et voilà, j'ai commencé avec La Verticale du Fou d'ailleurs, avec ce personnage. Voilà. Fabio, je te remercie. Merci Lionel, c'est un plaisir. Je vous invite à rejoindre, continuer cette discussion à la table dédicale de Fabio. Merci à vous.